Alors, bonjour à toutes les personnes qui nous regardent, à toutes les personnes qui nous suivent aujourd'hui. Une magnifique journée pour parler de l'industrie de l'aérospatiale, mais surtout parler de la relève, de parler des compétences et de parler d'équité, de diversité et d'inclusion à l'intérieur de nos entreprises. Alors, nous sommes en présence aujourd'hui d'un impressionnant panel qui représente l'industrie aérospatiale dans toutes les magnifiques opportunités d'emploi que cette industrie représente. Alors, nous allons discuter de recrutement, nous allons discuter de parcours professionnel dans une industrie de technologie de pointe, une fierté du Québec qui a une portée nationale, internationale. Et c'est une industrie qui est en grande demande aujourd'hui de compétences, de talents, de relève, de créativité et offre bien entendu des opportunités quand même de développement extraordinaires. Donc, nous avons 30 minutes de discussion. 30 minutes, ça va vite. On va demander beaucoup d'efforts à nos panélistes pour aller vraiment au cœur du sujet, puis rapidement. Mais nous allons aussi avoir une bonne quinzaine de minutes de questions. Donc, j'invite tout de suite les personnes qui nous suivent en direct, mais également les personnes qui nous suivent virtuellement, de préparer des questions qui vont certainement être adressées à nos panélistes tout de suite après la discussion. Donc, je rappelle que ce panel est enregistré et donc il sera disponible pour la suite des choses. Alors tout de suite, j'introduis nos panélistes. Nous avons 4 personnes avec nous. Donc Madame Pascale Alpha, qui est chef EDI CAE, Madame Josiane Caron, directrice principale EDI chez Bombardier, Alissa Loriot, qui est conseillère en équité, diversité et inclusion à l'ETS, et Monsieur François Lemire, qui est directeur principal ressources humaines L3 Harris. Alors, je commencerai tout de suite par la première question. On regarde l'industrie aérospatiale aujourd'hui, on voit toute la demande pour des compétences, pour des talents, et pourtant, quand on regarde un peu les représentations, les effectifs dans les organisations, il faut quand même constater qu'il y a des efforts sont faits, mais que les représentations ne sont pas encore au rendez-vous. Et pourtant, les opportunités sont là. Alors, j'aimerais peut-être vous entendre dans un premier temps sur quels sont les enjeux. Pourquoi est-ce que cette représentation tarde tellement à pouvoir se réaliser? Et comment vraiment est-ce que vous voyez les choses tout de suite? Et je commencerai avec vous, Madame Caron, donc Josiane. Oui, bien sûr. Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette sous-représentation. Je crois que ça commence par le milieu scolaire, donc les problèmes de formation, et notre collègue Alissa va certainement nous en parler davantage. Mais au-delà de ça, il y a clairement, comme vous le dites, un écart entre la disponibilité de la main-d'œuvre diversifiée et leur représentation dans nos organisations. On est au même constat. Il y a plusieurs facteurs, comme je le disais. Moi, je pense qu'il y a un facteur de nos fameux biais inconscients. Donc, ces petits raccourcis que notre cerveau prend pour nous aider à prendre des décisions rapides, qui fait en sorte qu'on cherche toujours à s'entourer de personnes qui nous ressemblent, en pensant bien faire, mais finalement en se privant de la richesse de la diversité qu'il y a autour de nous. Comme organisation, on cherche les meilleurs talents, on est d'accord? Les meilleurs talents, ils sont diversifiés, ils sont différents. Chacun est différent, puis il faut aller chercher cette diversité-là pour aller chercher nos talents. Au-delà d'avoir ces talents-là dans l'organisation, je pense qu'un autre facteur, c'est de créer un environnement de travail qui est inclusif. Donc, que les gens ils sentent qu'ils ont leur place dans l'organisation, que leur point de vue compte, qu'ils sont écoutés, valorisés. Et comme organisation, bien, si on crée ce milieu de travail diversifié et inclusif, on va avoir des gens qui vont être engagés envers notre mission d'organisation, qui vont vouloir contribuer au succès, qui vont échanger ensemble, qui vont créer de l'innovation. Puis évidemment, ce qu'on veut, c'est créer la performance de nos organisations. Donc certainement, les gens sont disponibles. Il faut s'assurer qu'on est, nos horizons sont ouverts et qu'on rend ces opportunités-là visibles également auprès des candidats et des talents qui sont disponibles dans le marché du travail. Bien. Josiane, merci pour vraiment cette entrée en matière qui absolument est au niveau quand même d'une prise de conscience et d'un constat qui est fait, puis d'aller chercher les raisons et d'aller chercher un peu les barrières. François, de votre côté? Je vais faire un petit push sur les biais inconscients, Josiane. Je crois que c'est tout à fait pertinent. On a des biais individuels, on a des biais de leader, il y a des biais organisationnels, puis il y a des biais aussi sectoriels. L'aérospatiale, industrie fortement réglementée,
à juste titre. Hein, ce qu'on fait, ça vole. Donc, c'est important d'avoir une bonne réglementation pour soutenir ça. Ma lecture de la situation, c'est comme institution, comme organisation, comme secteur, je pense qu'on a adressé l'équité en emploi, la diversité, la disponibilité de main-d'œuvre de façon programmatique, en termes de conformité. Ce qu'on est habitué à faire. On doit se conformer à un paquet de normes. Alors, de l'adresser de façon mécanique pour combler un requis d'un programme, par exemple comme le programme d'équité en emploi, ben, c'est un constat d'échec. Ça ne fonctionne pas, c'est une composante d'une stratégie organisationnelle, ce n'est pas la stratégie à suivre. Alors, ça serait mon entrée en matière. Super, donc on est déjà super bien parti. La prise de conscience, l'intégration de toute la question, de toute la notion d'équité, de diversité et inclusion dans la stratégie de l'organisation, donc d'en faire vraiment un point crucial. Pascal, de votre côté, CAE. Je veux juste donner un petit peu de background, parce que les gens ne connaissent pas nécessairement CAE, puis ça donne un petit peu l'explication de la situation d'EEI. Donc, on est une entreprise de haute technologie. On œuvre depuis 75 ans, 3 domaines, aviation civile, défense, sécurité, santé. Tout ce qu'on fait, c'est rendre le monde sécuritaire. Mais c'est quand même un monde assez masculin aujourd'hui. Donc, quand on a commencé en DEI, on s'était rendu compte qu'on avait à peu près 20% de notre effectif qui était féminin, donc assez petit. Et une des choses qu'on a faites, en fait, c'est de commencer... on a regardé un petit peu le nombre de femmes, puis c'était comme une pyramide. Donc, en haut, il y avait encore moins de femmes que dans la masse en général. Donc, on disait il faut passer de triangle, comme ça, à cylindre. Et pourquoi? Parce que quand tu as, au niveau leadership, plus de femmes, ça va avoir un effet, ça va se percuter à travers l'entreprise. Donc ça, c'est une des choses, je pense, d'avoir, comme tu disais, je ne sais plus c'était qui disait, tu vas embaucher des gens qui te ressemblent, donc il faut que ça se percute à travers l'entreprise. Absolument. Très bien. Merci, Pascal. Donc, encore une fois, un point de vue qui montre aussi l'exemplarité, les modèles que l'on retrouve dans les organisations. Puis, ça fait partie, évidemment, de l'attraction. Parce que quand on ne se voit pas dans une organisation, on ne voit pas le cheminement qui va être possible. Bien entendu, on y pense 2 fois. Alors que plus les organisations se diversifient, et évidemment, c'est le modèle d'attraction également. Alissa, je me tourne vers vous. Vous êtes à l'ETS, donc vous êtes aussi responsable de l'équité, de la diversité, de l'inclusion, mais aujourd'hui, vous portez vraiment le chapeau de la formation, notamment donc dans tout ce qui est aérospatial. Et évidemment, la question qui se pose, est-ce qu'on souffre toujours de sous-représentation dans les programmes qui mènent justement à l'industrie de l'aérospatiale? Vous expliquez ça? Parce que je vous assure tout de suite qu'on va avoir la prochaine question, c'est qu'est-ce qu'on fait là? Et on va se rendre, mais peut-être juste poser un peu d'abord le diagnostic. Oui, donc par rapport au constat au niveau de la représentation, donc si on prend les étudiantes, donc tout cycle confondu à l'ETS, donc tout programme de formation, on est à environ 19% d'étudiantes. Donc ce pourcentage-là augmente graduellement d'année en année. Les objectifs éventuellement, c'est d'arriver à 30% en 2030. L'ETS étant engagé dans l'initiative d'Ingénieurs Canada pour atteindre cette proportion. Mais lorsqu'on regarde les chiffres, les proportions par rapport aux concentrations en aérospatiale, les diplômés en aérospatiale, donc les étudiantes, sont à 14%. Donc déjà, on voit qu'on est légèrement un peu en dessous de ce qu'on observe dans d'autres secteurs. Et même à la maîtrise en aérospatiale, donc la moyenne de diplômés sur 10 ans, c'est 9%. Donc effectivement, il y a encore du travail à faire pour le secteur de l'aérospatial, il y en a encore pour le secteur de l'ingénierie en général, mais on observe quand même effectivement un effort supplémentaire à faire du côté des femmes. Pour ce qui est des autres groupes, à leur diversité, ce n'est pas uniquement les femmes. Alors là, on fait face à un défi de données.
donc de récolte de données. Mais ceci dit, on observe au cycle supérieur, donc à l'ETS, on est à plus de 55% de nos étudiants qui sont des étudiants internationaux. Donc la diversité est quand même très, très présente. C'est 30% donc pour l'ensemble des étudiants à l'ETS. Et donc, on observe quand même là, à ce niveau-là, une assez belle représentation des étudiants. Est-ce qu'à un moment donné, on a cherché à savoir les raisons pour lesquelles il y avait moins? Est-ce qu'on a essayé un peu de voir? Je sais que, par exemple, dans certains programmes, on regardait, par exemple, même du côté parfois de physique, on regardait un peu qu'est-ce qui pouvait attirer, justement, par exemple, plus de femmes, alors que, par exemple, au niveau des cégeps, au niveau même de l'école, les représentations ou la capacité de réussite des filles est tout à fait équivalente à celle des garçons. Effectivement, il y a beaucoup d'études qui se sont penchées là-dessus, donc évidemment sur l'attrait des femmes principalement dans les STEM, et on observe effectivement des différences entre les différents secteurs, les différents domaines. Donc en fait, c'est sûr que pour le secteur de l'aérospatial, peut-être qu'il y a un défi de faire connaître les différentes possibilités ou à quoi ça peut répondre comme différents types de motivation ou d'engagement professionnel, sachant que finalement, il peut y avoir des répercussions dans différents secteurs. Je pense que mes collègues ici qui sont dans le domaine seraient encore plus à même de pouvoir les exposer pour pouvoir rejoindre justement ces aspirations-là qui seraient différentes. Je pense encore aux femmes, mais évidemment à différents groupes, différents types de populations. Très bien. Pascal, je vous voyais, vous vouliez réagir à ça? Non, je voulais dire que c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans notre stand ici, dans la foire d'emploi, on a des femmes qui sont en avant parce que c'est comme des exemples. Et partout, on essaye de promouvoir, en dehors de l'entreprise, promouvoir les métiers de l'aérospatiale, métiers d'ingénierie, que ce soit par des stages que l'on offre, par des bourses où on essaie de pousser beaucoup plus, donner des bourses plus aux femmes qu'on le faisait auparavant. On essaie d'être beaucoup plus équitable et forcer ceci. Donc, je pense qu'on a tous un rôle à jouer. Mais je voulais juste ajouter quelque chose, Tania, par rapport à pourquoi c'est important. On parle diversité et inclusion, etc. Mais c'est clair que ça crée un milieu beaucoup plus engageant quand il y a cette diversité. Mais aussi, c'est beaucoup mieux pour la performance de l'entreprise, pour l'innovation à l'intérieur de l'entreprise, parce qu'on prend de meilleures décisions aussi quand il y a une diversité. Et j'avais même lu une étude où ils avaient chiffré ceci. Ils disaient que une entreprise était 40% plus performante quand il y avait une équité homme-femme, que les revenus étaient plus importants. Je ne sais plus c'était quoi, 35% parce que tu avais une diversité raciale. Donc c'est vraiment pour l'entreprise c'est important, mais c'est bien sûr pour nous en tant qu'employés d'avoir la diversité, de sentir le choc des idées. Et c'est absolument. Et c'est très vrai que dans ces dernières années, les études qui montrent, alors qu'on a toujours pensé que l'homogénéité était plus facile à gérer, de plus en plus aujourd'hui, on voit que pour des prises de décision, c'est la diversité finalement qui est tout à fait gagnante. Alors, on va rentrer dans la question. Vous êtes des spécialistes des questions d'équité, diversité, d'inclusion dans les organisations. On vient d'établir un peu le portrait. On sait que c'est un portrait qui change, un portrait qui évolue. J'aimerais vous entendre vraiment là sur maintenant, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Quelles sont les bonnes pratiques? Quels sont des moyens que vous êtes en train de prendre qui peuvent changer les choses? Et je commencerai avec vous, François. Merci. Mon commentaire introductif, c'était à l'effet que de regarder la diversité, de regarder l'inclusion sous l'angle de la conformité, ça ne fonctionne pas. Mais là, je vais faire juste un petit pas additionnel à ce niveau-là. Avec la conjoncture actuelle également, du taux d'emploi, du plein emploi dans le fond, et de la disponibilité de la main-d'œuvre, et des besoins grandissants de l'organisation, du secteur. Donc,
On va régler quelque chose tout de suite. On ne parle plus de guerre de talent. Cette guerre-là, elle est gagnée. C'est les talents qui l'ont gagnée. Comment les organisations maintenant vont devenir inclusives? Comment les organisations maintenant vont s'assurer de maximiser l'estime de soi, s'assurer de maximiser la réalisation de son travail, s'assurer de maximiser comment on est confortable dans notre milieu de travail pour exprimer notre différence, comment tu as reçu cette différence-là et comment on additionne cette différence-là pour augmenter la performance organisationnelle, exactement comme Pascal mentionnait. Donc, on est rendu là, tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait, principalement? Bien, allons-y, continuons avec l'exemple que Pascal mentionnait tout à l'heure. Prenons le groupe des femmes en milieu de travail. Les 2 dernières années ont impacté. La pandémie n'a pas été vécue de façon identique pour chacun de nous dans la société. Le travail, l'école virtuelle, les engagements personnels qu'on a, ça a bousculé des schèmes traditionnels qu'on opérait. Alors, créer un groupe de soutien du groupe féminin dans l'organisation, avoir des activités de co-développement avec des thématiques bien précises et des recommandations puis des propositions qui sont faites à la direction pour implanter, améliorer, augmenter notre offre d'inclusivité à l'interne pour s'assurer que tout le monde a sa place, tout le monde contribue. Former nos gens de comment exprimer et pas étouffer cette différence-là de leadership. Le leadership féminin s'exprime de façon différente qu'un leadership traditionnel masculin. Bien, c'est bien correct. Alors, faisons-en un constat, faisons-en la promotion et éduquons également ceux qui ont un leadership un petit peu plus traditionnel à recevoir cette différence-là. Alors, c'est des exemples concrets qu'on met en organisation puis qui fonctionnent. Merci, François, absolument. Des mesures, effectivement, de soutien, des mesures de sensibilisation. Pascal, de votre côté? Comme je disais tout à l'heure, moi je pense que pour nous c'était super important de commencer d'en haut, donc de mettre l'importance de la diversité, l'équité et l'inclusion de tout en haut. Et on est super chanceux parce que notre président est un super ambassadeur de la diversité et l'inclusion. Donc la première chose qu'on avait faite, c'était une vidéo de lui, puis il parlait de façon personnelle. Il disait, moi je voudrais pas voir mon fils avoir plus d'opportunités que mes filles. Donc, et il mettait donc l'importance là-dessus. Et ensuite, on a aussi engagé le top 100, les leaders de l'entreprise à travailler là-dessus. Donc, à faire une activité où on disait, bon, comment est-ce qu'on peut changer les choses? Et on a pris leurs idées et on les a mis dans le plan. Donc, ils se sentent engagés là aussi. Une autre chose qui est importante, c'est de mettre des chiffres, comme des objectifs écrits, où est-ce qu'on veut aller. On veut, par exemple, augmenter le nombre de femmes de 10% à chaque année, ou on veut avoir les hauts potentiels, qu'on appelle, à s'assurer qu'on ait au moins 30% qui sont des femmes. Ou, donc, mettre des chiffres. Au niveau des coops aussi, ici, on a beaucoup de jeunes. Décider qu'on va mettre un certain nombre de nos coops, que ce soit 50% femmes, 30% minorités. Donc, il faut mettre des chiffres, sinon rien n'est accompli. Au niveau de la culture, il faut en parler. J'étais en communication pendant toutes ces années, plusieurs années, et si plus t'en parles, plus ça reste dans l'esprit des gens. Donc, il faut que ton gestionnaire, quand il fait son recrutement, qu'il pense, il dit, OK, est-ce que j'ai vraiment regardé une diversité dans tous mes candidats? Est-ce que mon équipe est diversifiée? Donc, je pense que ça, d'essayer de... Donc, on a par exemple créé un guide pour nos gestionnaires. Donc ça, c'est une autre idée. Mais c'est sûr, on a encore beaucoup de travail à faire. Donc, c'est quelques idées. Sinon, je pense que je ne sais pas si j'ai trop parlé, mais une des choses qui a vraiment fait une grosse différence chez nous, c'était nos groupes de ressources d'employés. Un groupe de ressources d'employés, c'était comme si on a commencé, on était une petite équipe de peut-être 10-15 qui travaillions de notre côté, chacun à essayer d'arranger les choses. Et là, tout à coup, quand on a mis en place ces groupes de ressources d'employés, c'était comme si on avait multiplié par 100 la force de ce qu'on faisait, parce que chacun d'entre eux allait et faisait des activités de leur côté. Ils s'étaient super passionnés. Et on en a eu 6. Et on avait commencé avec 3, puis tout à coup, ils se rajoutaient. Et ça donne vraiment une force extraordinaire au changement.
OK, donc vous mettez des objectifs, vous suivez les objectifs, puis ça fait partie, et on le sait très bien dans le domaine de l'équité, de la diversité, de l'inclusion, ça ne suffit pas de mettre juste des objectifs quantitatifs, on essaye de les avoir, mais il faut aussi voir comment les parcours professionnels, les accès, la formation. J'aimerais beaucoup donc vous entendre, merci Pascal. Josiane, de votre côté, Bombardier, l'équipe en EDI, qu'est-ce que vous faites? Les pratiques que vous mettez en place, un peu votre vision de l'EDI? Oui, oui, bien sûr. Bon, vraiment, je dois dire que ce que mes collègues viennent de partager, c'est impressionnant, puis ça me donne vraiment espoir que dans toutes les organisations, il s'opère beaucoup de changements concrets. On a encore beaucoup de chemin à faire, beaucoup de changements concrets pour la diversité et inclusion. De notre côté, chez Bombardier, la première chose qu'on a fait, c'est de créer une équipe centrale de diversité et inclusion il y a 3 ans. Il y avait des initiatives, mais pas de focus, puis pas de stratégie. La première mission de ce groupe-là était de créer une stratégie avec des objectifs stratégiques, des initiatives. Et maintenant, cette équipe-là gère la stratégie. Mais on est entouré, la petite équipe centrale, de 75 ambassadeurs diversité et inclusion à travers l'organisation. On a fait un appel à tous quand on a lancé l'initiative. 75 personnes qui se sont montrées passionnées, qui ont voulu faire la différence dans l'organisation. Donc, c'est un réseau qu'on entretient pour les équiper, les informer et les entendre sur leurs enjeux respectifs de diversité et inclusion. Il y a 2 programmes peut-être un peu plus élaborés dont je voudrais vous parler aujourd'hui chez Bombardier, sous le chapeau de la stratégie diversité et inclusion. Le premier, c'est notre programme de stage. Notre programme de stage, en fait, c'est de la diversité sous toutes ses formes, mais c'est une diversité intergénérationnelle tout d'abord, et c'est notre relève. Donc, on est partenaire avec 37 institutions académiques et on cherche les meilleurs talents, leur offrir une expérience extraordinaire sur 4, 8, 16 mois, où non seulement ils en apprennent sur leur domaine de compétences, mais également sur notre organisation. Donc, plein d'activités tout au long de leur parcours pour leur permettre d'être exposés à des exécutifs, des lunch and learn sur l'aviation 101, toutes sortes d'activités. Et en apprendre également sur l'industrie. Ces jeunes-là, ils sont passionnés, ils ont de l'énergie, puis ils ont vraiment une perspective très fraîche qui fait du bien. On essaie de convertir ces stagiaires-là le plus possible en employés permanents. On est passé de 150 à 200 stages par année il y a quelques années à plus de 1000 stagiaires par année chez Bombardier avec ce programme-là. Donc, une belle croissance, beaucoup de belles places dans tous les secteurs dans l'organisation. Si on regarde les données de représentation dans ces groupes-là, aux côtés des femmes, on est passé de 32% à plus de 40% de femmes dans le groupe de stagiaires, de 1000 stagiaires. Si on regarde les STEM plus particulièrement, on est passé de 23 à 43% de femmes dans nos stages. Donc, une belle meilleure représentativité parce qu'en fait, on parlait de 20% de personnes disponibles et on va en chercher encore plus que ce qui est disponible en représentation. Et au niveau des... Bon, on parlait tantôt de notre défi de récolte de données au-delà de la diversité des genres, mais quand on donne le formulaire d'autodéclaration, on a 36% de nos stagiaires qui déclarent faire partie d'un groupe de minorités visibles. Donc, on a aussi de la diversité du côté culturel. Donc, ça, c'est un beau programme. Un autre programme qu'on a mis en place en 2020 en collaboration avec l'Université Concordia, c'est le programme Femmes en ingénierie. On a donc partenaire avec l'école de génie d'informatique Gina Cody et on a fait jusqu'à maintenant 5 cohortes. Plus de 40 jeunes femmes qui se sont joints au programme de stage chez Bombardier qui, au-delà de leur programme de développement de compétences universitaires, vont être jumelées à un mentor ou une mentor dans notre organisation en 1 à 1. Donc, un support extraordinaire pour ces jeunes femmes d'en apprendre de quelqu'un d'expérience dans l'organisation. Et on leur demande de consacrer 4 à 8 heures par semaine à un projet spécial en diversité et inclusion. Donc, elles se regroupent toutes ensemble. Et elles définissent un projet. Et celui qu'on a déployé tout récemment cet hiver, c'est une présentation dans une école secondaire de la profession d'ingénierie pour attirer davantage de femmes et de filles dans les professions de STEM. Donc, les jeunes femmes ont monté la présentation et ont été la livrer dans une école secondaire. Donc, c'est très, très engageant. Au-delà de ça, on a des programmes de mentorat, des forums comme des groupes d'affinité comme chez vous, Pascal, avec on regroupe les gens qui partagent des affinités qui nous donnent aussi leur perspective. Donc, on a différentes initiatives pratiques aussi pour faire avancer l'inclusion. Clairement, vraiment des initiatives super intéressantes. Moi, j'aimerais quand même revenir sur quelque chose, puis
peut-être parce que aujourd'hui, il y a tant de jeunes, la relève est là, qui sont intéressés par cette industrie, peut-être aussi des moins jeunes, parce que comme on sait que notre portrait sociodémographique, n'est-ce pas, est formé de jeunes, mais de moins jeunes, et aujourd'hui, on voit aussi des réorientations de carrière plus tard dans la vie, donc évidemment, les industries sont ouvertes à tout le monde. On entend, puis c'est un début. Il faut toujours commencer par l'attraction, il faut commencer par les collaborations avec les institutions d'enseignement. Mais vous savez, quand des jeunes regardent vers des industries ou même des personnes qui réorientent leur carrière, c'est pas juste des premières années, c'est pas juste le premier poste qu'ils voient. Ce qu'ils veulent voir, c'est une capacité de faire carrière, une capacité d'évoluer, le développement aujourd'hui dans une organisation. Est-ce que je peux faire un tour rapide pour vous demander, est-ce que vous êtes rendu là? Est-ce que vous faites attention? Est-ce que vous suivez des cheminements, les parcours pour vous assurer, encore une fois, que ce que vous avez peut-être éliminé comme biais à l'entrée, les biais systémiques, le fait d'avoir une idée du portrait, la similarité et l'attraction, est-ce qu'il y a une conscience aussi que c'est tout le parcours qui doit être vu comme ça? Je commencerai peut-être, Josiane, parce que vous aviez déjà un peu abordé la question avec les groupes de filles là, que vous avez dit. Oui, exactement. Oui, tout à fait. On parle de l'attraction, mais on doit avoir une meilleure représentation des groupes de diversité dans tous les échelons d'organisation. Okay. On parlait de la pyramide. On a beau avoir 30-40% de groupes de diversité au niveau des contributeurs individuels, mais s'ils voient pas la possibilité, puis des exemples concrets de gens qui se retrouvent dans des postes de gestion, même sur l'exécutif, ben on perd un peu l'engagement de nos gens, puis la capacité d'attraction. Fait que définitivement, nous, la façon dont on le travaille chez Bombardier, c'est que l'équipe de diversité et inclusion, elle fait partie de l'équipe de gestion de talent. Donc, dans l'équipe, on travaille autant sur les programmes de gestion de carrière, de succession, de gestion de performance, d'acquisition de talent. Donc, on travaille en collaboration, puis on s'assure que ces processus-là et ces pratiques-là, ils sont inclusives et permettent à nos femmes et à nos gens de tous les groupes de diversité. On parle beaucoup de femmes, mais on a dans le fond plusieurs groupes sous-représentés, vraiment leur permettre de voir qu'il y a une carrière et s'occuper comme entreprises, de les identifier, de les aider avec le mentorat, avec des programmes de développement, avec la visibilité, avec une voix de groupe pour qu'ils nous disent comment on peut les aider également à progresser dans l'organisation. Merci, Josiane. Côté de CAE, est-ce que, rapidement, des pratiques intéressantes qui regardent beaucoup plus le cheminement? Absolument. L'équipe de développement organisationnel a fait vraiment un travail extraordinaire parce que je pense vraiment que nos programmes sont extraordinaires. On a un programme qui s'appelle DARE ou Audace. Et là, ils prennent une quarantaine de femmes, 30 ou 40 femmes, à chaque 2 ans. Et c'est un parcours de 12 mois, excuse-moi. Et donc, pendant 12 mois, elles vont apprendre des choses comme la confiance en soi, prise de risque, un tas de choses que des fois les femmes ont moins que les hommes. Donc par exemple, on dit souvent un homme va lever la main pour une promotion, pour suggérer, pour pouvoir travailler sur c'est ça, se porter volontaire ou rapidement. Exactement, moins les femmes. Donc là, ça les propulse. Et ce programme Audace, donc, a eu des super... a eu beaucoup de succès parce qu'on a beaucoup de ces femmes-là qui se retrouvent maintenant dans des postes de gestion dans l'entreprise. C'est juste un exemple. Ils ont aussi, par exemple, le programme FEA où on envoie 300 femmes par année. Okay. Depuis qu'on l'a lancé, en fait, on envoie des femmes dans... c'est un programme de 3 mois et même chose, elles apprennent pendant 3 mois des skills qui vont les aider. Mais à part ça, il y a une chose que je voulais mentionner que je trouve super intéressante aussi, c'est durant les revues de talent. Donc, à chaque année, on s'assoit, tous les gestionnaires s'assoient dans chaque équipe pour parler du développement des employés. Et puis, ils ont mis en place quelque chose qui s'appelle l'interrupteur de préjugés ou l'interrupteur de biais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les gestionnaires donc, sont assis, ils passent en revue le travail des employés
Et il y a une personne qui est comme volontaire, comme interrupteur de préjugés. Puis si durant la discussion, il y a quelqu'un qui dit quelque chose qui pourrait être un biais, il lève la main ou elle lève la main, dit mais là, pourquoi est-ce qu'on a dit ça? Par exemple, si tu dis mais on va pas donner ce projet à telle personne, elle revient de congé de maternité, etc. Mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Une conscientisation voilà. un peu de ce genre de choses sont super importantes au-delà de tous les problèmes de développement. Sinon, il y a aussi le mentorat, etc. François, je vous ai entendu tout à l'heure dire justement quelque chose d'intéressant en complément avec ce que Josiane et Pascal disaient sur cette idée de reconnaître, par exemple, un leadership qui est différent, que ce soit chez les femmes, que ce soit chez des personnes, évidemment, membres de groupes en sous-représentation. Et donc, ce que l'on entend vraiment ici, c'est, oui, on va amener peut-être des personnes vers les systèmes, mais ce qui est intéressant, c'est aussi d'amener les systèmes vers les personnes et de pas seulement toujours regarder. Et d'ailleurs, vous l'avez beaucoup répété, cette histoire de conformité. Peut-être qu'il faut la briser un peu pour justement changer. Alors, voilà, je résume un peu parce que ce que vous aviez dit, le temps court. Je ne sais pas si vous aimeriez ajouter quelque chose là-dessus. J'étais une personne d'action, fait que j'étais très attiré par votre question. Faut se mesurer quand même. J'ai pas dit qu'il faut jeter à la poubelle les indicateurs de mesure et l'élément conformité. Ça nous permet d'avoir des actions qui sont porteurs puis qu'on peut mesurer les résultats. On a une démographie. Alors, comment on va basculer nos enjeux de renouvellement de main-d'œuvre, donc notre population qui vont arriver à la retraite, avec des programmes de coop, avec des programmes d'intégration de nouveaux gradués, j'y arrive à votre d'intégration de nouveaux gradués, et comment on va aussi faire cheminer nos gens de la diversité dans nos postes de leadership. On est à parité dans nos postes qui s'auto-identifient de façon volontaire en termes de leadership. Mais ce n'est pas une fin, ce n'est que des actions. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut s'assurer que dans nos processus horizontal dans l'organisation, qu'il y ait une imbrication qu'on soit tous imbriqués entre, j'ai un talent qui désire faire autre chose. Comment je capture ça dans l'organisation, puis comment je fais en sorte que des stratégies de business, en termes de rétention de main-d'œuvre, c'est pas une question de contre-offre. C'est une question d'offrir la possibilité de contribuer dans des champs d'intérêt. Les gens, ils ne quittent pas juste pour des sous. Oui, la composante économique est importante, mais il y a beaucoup plus que ça. Alors ça, là, c'est les organisations qui capturent ça. Les organisations qui capturent également ce que je vais qualifier les micro-agressions. Exactement. Pourquoi on vient de dire ça? Pourquoi je t'ai coupé la parole? T'es-tu rendu compte que tu as coupé la parole à un autre? Tous ces éléments-là qui font en sorte que le bien-vivre ensemble, il est le fun et qu'on se réalise puis qu'on a mis en place des moyens pour capturer tout le confort et toute la valorisation au travail. Tu arrives chez toi ce soir, tu as eu une bonne journée parce que tu as réalisé, parce que tu as contribué, parce que tu as été aidé. Moi, je ne vais pas vous couper la parole, mais le temps court et on va laisser quand même une petite période de questions à la fin, puis je voudrais quand même laisser le temps à Lisa. Le temps que vous prépariez en quelques mots, un petit mot de la fin pour nous dire l'avenir se présente comment. Mais Alissa, je vais d'abord regarder de votre côté, pour voir un peu dans les programmes, un peu l'avenir de tout ça, encore une fois, en quelques mots. Comment est-ce que vous voyez les systèmes, les programmes évoluer pour justement une meilleure attraction, mais surtout un meilleur cheminement aussi? Oui, par rapport à un établissement d'enseignement, je pense que ce qu'il faut poursuivre à faire, ce qu'il faut bonifier, c'est toutes nos démarches, nos collaborations qui peuvent nous amener vers différents groupes de relève, une relève diversifiée, assurer une visibilité de nos modèles déjà existants qui sont diversifiés. Donc, juste pour nommer un seul exemple là, que l'ETS porte, donc le programme J'échange, qui est un programme qui vise les jeunes de 15 à 19 ans. Ce programme-là s'est donné comme objectif de présenter des programmations entièrement féminines, mais d'offrir ces activités-là autant aux jeunes femmes qu'aux jeunes hommes, parce qu'évidemment, tous et toutes font partie, je pense, du travail qui est à accomplir.
et donner donc cette visibilité-là à ces modèles-là pour qu'évidemment, on l'a dit tout à l'heure, la représentation est très importante. Alors, si on veut continuer à attirer une relève diversifiée, on doit s'assurer en tant qu'établissement d'enseignement, dans toutes nos actions de recrutement, qu'on ait cette conscience de diversité. On parlait du cheminement, donc une fois qu'on les a attirés, s'assurer que notre milieu d'études va être inclusif, s'assurer que le parcours d'études est positif et qu'on ne perd pas des joueurs et des joueuses en cours de route. Et aussi, travailler en partenariat avec le milieu, avec le secteur. Donc ça, c'est quand même une des forces de l'ETS, d'être très, très près de l'industrie, d'avoir de nombreux partenariats avec les entreprises, notamment à travers l'enseignement coopératif, donc de l'ETS, mais également toute la recherche qui est faite en partenariat avec l'industrie. Donc, ces questions-là d'équité, diversité et inclusion sont aussi vues comme un sujet prioritaire dans ces relations-là avec l'industrie. Très bien. L'avenir, on voit ça comment? Est-ce qu'on va atteindre nos objectifs? Est-ce qu'on est dans le bon sens? Pascal, très rapidement. On a commencé avec les femmes parce que c'était là où on devait vraiment faire agir. Donc, on a mis en place la feuille de route, on est sur le bon chemin. Et là, on se concentre avec des objectifs plus sur la diversité en général. Donc, minorités visibles, LGBTQ, personnes avec handicap, autochtones, etc. Donc, on utilise la même recette et on est en train de mettre les ressources parce que là, j'ai été nommée chef de la direction équité, diversité et inclusion. C'est quelque chose, ça veut dire que tu as mis une personne qui va s'occuper de ça à 100% et donc tu mets les ressources. Donc, je vois vraiment un avenir super positif pour ça. Et juste une dernière petite chose, j'ai commencé à CAE il y a 20 ans. Et je pensais que j'allais rester là pendant 2 ans, puis ça fait 20 ans. Et pourquoi? Parce que non seulement c'est une industrie hyper passionnante, mais c'est une industrie super ouverte et qui veut se transformer, qui veut bouger et qui veut être vraiment plus inclusive. Donc, je vois vraiment un super bel avenir. Très bien, merci Pascal. François, 2 secondes. Rapidement, oui. Joignez l'aéronautique. C'est très simple. Milieu inclusif, milieu de développement, milieu avec une expérience employée qui est valorisante. Et si vous hésitez en toutes les compagnies, il y a un beau petit kiosque qui s'appelle L3 Harris. C'est rendu la grande promotion, c'est dans le panel. Josiane, un mot de la fin. On parle beaucoup d'inclusion, de diversité, plus que jamais. Je pense qu'on a parlé tantôt, il faut que les directions mettent le paquet, il faut que ça vienne d'en haut. Donc, il faut vraiment qu'il y ait la volonté de faire des gestes concrets puis de mettre en place des gens de la diversité partout dans l'organisation, à tous les niveaux. Je lisais l'article de Nathalie Collard dans la presse la semaine passée, je ne sais pas si vous avez eu la chance de la voir, sur les résultats de l'étude de McKinsey sur la représentation des femmes. Et elle a très bien terminé son article. Arrêtez de parler et agissez. Je pense qu'on a fait beaucoup de chemin en termes de sensibilisation, de formation. Maintenant, c'est le temps de faire des changements. Moi, j'ai beaucoup d'espoir, juste aujourd'hui, qu'on ait la chance de parler de ce que nos organisations font. On a beaucoup de collaboration entre les organisations aussi pour bouger cette problématique-là. Et en fait, je pense qu'on n'a pas le choix. Mon takeaway, c'est que nos jeunes générations, ils s'attendent à ça. Et ce sont nos futurs talents et nos futurs dirigeants. Donc, on n'a pas le choix. Absolument. Merci. Alors, période des questions est ouverte maintenant. Je pense qu'on prendrait des questions d'abord dans la salle et sinon, il y a des questions aussi qui sont posées à distance. Oui, allez-y. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour la conférence. Donc, on l'a si bien dit, Monsieur le maire, vous avez dit les talents ont gagné. On est vraiment dans une situation où il y a une crise de main-d'œuvre, où on met davantage l'accès sur l'EDI pour avoir une valeur ajoutée. À ce moment-là, pour tous les clients, les personnes visitant les vitrines 2022 aujourd'hui, est-ce qu'il y a un moyen facile de pouvoir, autrement que d'aller voir votre kiosque, si on peut plus se présenter aujourd'hui par hasard, de pouvoir en savoir plus sur quelle équité, diversité, inclusion vous proposez, donc dans chacun de vos compagnies, est-ce qu'il y a un site web qui pourrait réunir tout un peu cette comparaison au niveau de qu'est-ce que vous offrez, les programmes de mentorat, les programmes de bourse, le financement, s'il y a justement des forums d'affinité dans votre compagnie, est-ce qu'il y a un site quelque part où est-ce que c'est encadré cette équité, diversité, inclusion pour pouvoir aider la future élève à bien choisir son futur employeur? OK. Merci pour cette belle question. Donc, encore une fois, comment est-ce qu'on met de l'avant ce changement de culture à travers justement les stratégies que l'on met en place? Alors,
François? Moi, je crois qu'on vient de se faire inviter d'améliorer notre offre promotionnelle de ce qu'on fait à l'interne. Écoutez, on a un site web qui est très développé. On a surtout des pratiques excessivement mobilisantes à l'interne, ce que j'entends. J'entends une invitation à mieux les partager. J'entends une invitation à mieux les rendre accessibles. Cependant, il y a l'offre de l'organisation et l'offre du secteur, mais l'offre de l'organisation, puisqu'on est un petit peu plus personnalisée, elle est multiple et elle débute par rencontrer n'importe quel de nos employés et demander comment ça se passe dans la vraie vie. Très bien. Absolument. Vous voulez ajouter? Oui, Pascal, allez-y. On a une page diversité et inclusion sur notre site, mais elle est difficile à trouver. On va arranger ça. Mais je voulais juste dire que c'est aussi au-delà de ça, au-delà de ce qu'on fait pour les employés, c'est aussi ce qu'on montre à l'externe. Donc, sur le site web, de voir la diversité dans nos photos, dans notre marketing. Je disais que, par exemple, on la voit chez nous, mais on n'a pas de personnes en chaise roulante. On devrait en avoir. Donc, montrer cette diversité, c'est super important. Et il y a un programme, en fait, pas mal intéressant qui a été lancé où on va... les gens ne le savent pas, mais il y a à peu près 5% des pilotes dans le monde sont des femmes. C'est tout petit. Donc là, on fait des actions pour essayer d'attirer plus de femmes à choisir le métier de pilote. Et donc, avec ça, il y a de la visibilité. On a un programme de bourse, en fait, où on paye la formation pour 5 ou 6 femmes à chaque année pour qu'elles deviennent ambassadrices du métier de pilote. Donc, elles deviennent pilotes, elles apprennent, c'est payé par CAE, mais en même temps, elles en parlent. Parce qu'il faut en parler plus. Je pense que c'est ça qui va avoir un effet. Très bien. Josiane, oui, bien sûr. Puis même constat que nos collègues, on a une page diversité et inclusion, une page carrière où on essaie de promouvoir. On a du travail à faire. Je pense qu'on met beaucoup de temps à développer des pratiques puis peut-être pas assez à promouvoir. Je suis d'accord, nos employés sont nos meilleurs ambassadeurs, donc parler à n'importe quel employé pour voir comment ça se passe pour eux. Je pense qu'on a avantage effectivement à bien le montrer. Fait que notre page, bien sûr. Puis on a un rapport ESG qui va sortir dans les prochaines semaines, qui est notre rapport environnement, social, gouvernance, où la diversité et inclusion, nos pratiques de gestion de talent sont bien définies, bien expliquées. Ça se veut également un outil pour nos futurs employés et personnes, talents qui travaillent dans l'aérospatiale, d'en découvrir plus sur ce qu'on fait. Absolument, très clair. On pourrait peut-être, on a le temps pour une autre question, peut-être? Sinon, est-ce que... Non? Oui? Non, sinon... Oui, bonjour. En fait, on me demandait de poser la question, à savoir concrètement, il y a combien de femmes qui occupent des postes de direction dans vos entreprises? Oui. Très bien. Question? Oui, allez-y. Oui, bien en fait, on a un objectif, nous, d'atteindre 30% de nos postes de gestion d'ici 2025 chez Bombardier. On est parti à 18-19 il y a quelques années, quand j'ai joint Bombardier en 2010-11, on était à peu près à 18-19%. On est rendu à tout près de 26% maintenant. Mais c'est du travail, puis c'est très important pour nous de prendre l'avance, puis pas attendre 2025 pour s'assurer qu'on y arrive. Donc, on a un objectif. Présentement, on est autour de 26%, mais on a encore du chemin à faire. Très bien. Nous, de notre côté, il y a quelques années, on avait une femme sur l'équipe de direction et maintenant, on en a 30%. Donc, on est fiers et on continue à travailler là-dessus. Et même chose au niveau directeur, on a beaucoup avancé. On a encore du travail à faire, mais on a pas mal avancé. Aussi au niveau du conseil d'administration de l'entreprise, on a fait bouger un petit peu l'aiguille et ça continue. Très bien. J'ai parlé tout à l'heure qu'on était à parité en termes de membres autodéclarés des 4 groupes désignés dans l'organisation dans les positions de leadership. Je vais vous donner ma ligne hiérarchique personnelle, donc ma présidente, Christine, mon patron, Roselyne, et le patron de mon patron, Anne. Donc, juste une petite épice et une anecdote sur comment ça s'exprime le leadership chez nous. Absolument. Merci. Merci, François. Je ne sais pas si, Alissa, de votre côté, est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose, peut-être, avant de clore? Par rapport, si on
pense aux questions de représentation. Donc, si on pense à la relève, en tant qu'institution d'enseignement, on est très conscient de l'importance aussi de la représentation au sein de notre corps professoral, puisqu'évidemment, c'est eux qui sont en relation aussi, sont très directs avec nos étudiants et étudiantes. Donc, on fait beaucoup d'efforts là, pour le recrutement de professeurs femmes. Donc, d'avoir au sein de notre corps professoral une bonne représentation. Au niveau de la représentation, plus au niveau de l'origine ethnique et tout ça, ça va très bien. On a une très bonne représentation. Au niveau des femmes, donc, on a encore cet objectif de 30% en 2030. Là, on est autour du 20% là, de femmes professeurs à l'ETS. Donc, ça peut vous répondre à quelques questions en lien avec la représentation. Et puis également, je pense que nos institutions d'enseignement ont intérêt aussi à faire part de leurs initiatives envers la diversité également sur les pages web, donc à mieux les faire connaître également. Donc, je pense que ça s'applique aussi aux institutions d'enseignement. Merci, Alissa. Écoutez, un petit mot de la fin avant de remercier nos panélistes. Je reviendrai un peu sur ce que vous aviez dit, Josiane, la question de l'ESG, donc l'environnement, la société, la gouvernance, qui fait partie aujourd'hui de toute la finance durable, qui fait partie aussi de la nécessité de bâtir des normes de divulgation dans les organisations. Or, les questions d'équité, de diversité et d'inclusion sont au cœur de ces divulgations parce que quand on parle d'environnement, on parle de changement climatique, on parle de conscience environnementale, mais tout ce qui est durabilité, les emplois durables, des emplois verts, des emplois équitables, en font partie. Donc, c'est l'avenir. Et j'aimerais aussi toujours rappeler que peu importe les efforts en équité, diversité et d'inclusion, c'est la compétence qui est au cœur de tous les programmes d'équité, de diversité et d'inclusion. Ce ne sont pas les profils seulement, ce sont les profils, mais compétents. Et ce qu'il faut aller chercher, évidemment, c'est justement les bassins de compétences, puis d'inviter des personnes de tout profil à venir joindre cette magnifique industrie qu'est l'aérospatiale. Alors, un grand merci vraiment pour des propos transparents, clairs, inspirants, qui montrent vraiment tous les efforts. Et on se souhaite très vivement, évidemment, que les taux de représentation s'améliorent, mais que la relève surtout soit là pour soutenir cette magnifique industrie. Merci encore. Merci à vous. Merci.